De cette stratégie qui a été développée, c'est que finalement, on voit qu'aujourd'hui, l'explication, une des explications qui est donnée pour faire accepter par la population la limitation de la souveraineté nationale, c'est précisément la guerre. Et d'ailleurs, spontanément, quand on demande aux gens l'Union européenne, c'est quoi pour vous? C'est la paix. Pourquoi? Pourquoi c'est la paix? Parce que précisément, les égoïsmes nationaux coupables de la Seconde Guerre mondiale auraient été bridés par l'Union européenne. Et il faudrait donc, c'est un travail qui a consisté à miner la notion de souveraineté et qui met en valeur la notion de fédéralisme. Et donc on voit bien que le fédéralisme, finalement, le sujet, on en a parlé ce matin, revient sur la scène politique actuelle, puisqu'on nous explique qu'une des solutions à la crise, c'est le fédéralisme. Parce que, encore une fois, une des causes de la crise serait les excès, les égoïsmes nationaux des uns et des autres, ou le manque de discipline des uns et des autres, ce qui revient exactement au même. Et donc, il faudrait limiter la souveraineté des nations, une nouvelle fois, par le fédéralisme. Alors, donc, aujourd'hui, on voit que, par exemple, on voit l'augmentation du budget de la Bundeswehr, l'armée allemande, qui a une croissance de son budget qui est assez impressionnante. Et quand on regarde les documents qui définissent les missions de la Bundeswehr, eh bien on voit que l'armée allemande est l'outil de la politique allemande. Bon, déjà, cette présentation pose question. La Bundeswehr comme outil de la politique allemande. Et dans les documents stratégiques, on peut lire « L'armée a pour mission d'assurer la capacité d'action extérieure », et je cite là dans l'ordre, de contribuer à la stabilité dans le cadre européen et global, de garantir la sécurité et la défense nationale, de concourir à la défense des alliés, d'encourager la coopération et l'intégration multinationale. On observera que la défense du territoire n'est pas placée en tête des missions de la Bundeswehr, alors que logiquement, la première fonction, la première mission d'une armée est de défendre le territoire national. Ça n'est pas le cas. Et Joschka Fischer, je reviens à lui, dit la chose suivante: il n'est pas possible d'ignorer le changement fondamental d'orientation stratégique de la politique européenne de l'Allemagne. Il ajoute, objectivement, la tendance est à une Europe allemande, un choix qui n'a aucune chance de succès. Aucune chance de succès de son point de vue. Ça se discute, l'affaire n'est pas jouée. Bon, on voit aussi Ulrich Beck, que j'ai cité, revenir à la charge en disant que Mme Merkel profite de la crise monétaire pour redéfinir la politique budgétaire de la zone euro dans l'optique d'une Europe allemande. Je m'arrête là dans les citations. Tout ça pour dire que ce n'est pas de la germanophobie, cette qualification de tentative impériale, de tentation impériale. Au sein même de l'intelligentsia allemande, il y a des inquiétudes sur l'orientation qui est prise. Alors, je veux terminer sur deux, trois éléments. D'abord, on peut constater que l'Allemagne, les dirigeants allemands, n'ont plus besoin d'une Europe politique. Parce que ça, c'est aussi un des mythes qui est associé à la construction européenne, la tentative de créer un ensemble politique qui pourrait rivaliser à la fois sur le plan économique et sur le plan politique, qui deviendrait un sujet politique capable donc de jouer un rôle et d'être à armes égales en quelque sorte avec les autres blocs existants ou en cours de constitution, exemple les BRIC. Et ce que les dirigeants allemands veulent éviter, c'est précisément que l'Europe devienne un sujet politique. Pourquoi ?
parce qu'il ne peut pas y avoir deux tigres sur la même montagne, comme disaient les Chinois. Il ne peut pas y avoir deux sujets politiques en Europe, l'Allemagne et l'Union européenne. Si l'Allemagne veut avoir ce poids politique qu'elle revendique, ça n'est pas compatible avec un poids politique quelconque pour l'Union européenne. On le voit tous les jours dans les négociations. Quand il y a les débats interminables sur la gouvernance, ce mot ridicule, on voit que finalement la position permanente de Mme Merkel, c'est d'empêcher qu'il y ait le moindre contrôle politique sur l'euro. Sur la Banque Centrale Européenne, évidemment, je vais y revenir en 2 minutes, mais plus globalement sur l'euro et sur la politique économique. Pourquoi? Il y a évidemment les conceptions économiques libérales particulières, l'ordolibéralisme porté par les classes dirigeantes allemandes qui ont une phobie de la question monétaire. Mais il y a cet aspect politique. Il y a cet aspect politique. Les dirigeants allemands ne veulent pas de rôle politique à l'Union européenne parce que ça porterait atteinte à leurs propres ambitions. Ensuite, je veux ajouter un point rapide qui est l'Union européenne comme machine à défaire les nations. Comme machine à défaire les nations parce que les conceptions allemandes et françaises de la nation sont radicalement opposées. Il y a une incompatibilité totale entre les deux conceptions issues de l'histoire. Et il y a des travaux, une activité en Allemagne qui consiste à tenter de reconstruire l'Union européenne, l'Europe, à partir des zones linguistiques. Et donc il y a des travaux qui font apparaître des cartes où on voit les zones linguistiques où on parle allemand, en France, en Italie, en Suisse, au Luxembourg, au Danemark, en Pologne, en Tchécoslovaquie. Et cette stratégie vise à faire coïncider finalement les territoires avec la langue dans laquelle on parle. Or, la différence de fond entre la France et l'Allemagne, c'est que pour les Allemands, la nation coïncide avec la langue. Et pour la France, la nation coïncide avec un projet partagé. Donc, il n'y a pas d'accord possible sur cette affaire. Et d'ailleurs, on voit le lien à la fois entre cette conception allemande, la réalité allemande qui est celle des Länder, qui est déjà du fédéralisme, et la politique des régions menée par l'Union européenne sous l'impulsion des dirigeants allemands qui vise à contourner les États, créer des situations de fait, et la décentralisation mitterrandienne, où quelque part il y a là, même s'il y a des choses qui doivent être décentralisées, mais derrière le côté sympathique que peut prendre la volonté de décentraliser, il y a un objectif beaucoup plus profond qui est relié avec la tentative de restructurer le système européen global et de casser l'État, la nation française. Il y a cet objectif permanent chez les dirigeants allemands et dans une partie de la classe dirigeante française, casser l'État français. Je termine sur 3 choses en 3 minutes. Première chose, la phobie allemande de l'inflation. Si on ne comprend pas la phobie allemande de l'inflation, on ne comprend pas la position des dirigeants allemands aujourd'hui dans les négociations sur la crise de l'euro. Cette phobie de l'inflation vient du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a évoqué... Non, de la Première. De la Première Guerre mondiale. On a évoqué le traité de Versailles, les réparations,
et le fait que les classes dirigeantes allemandes, les dirigeants allemands, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont continué à financer le budget de l'État, comme ils l'avaient fait pendant la guerre, c'est comme tous les États le font d'ailleurs pendant les guerres, avec une partie provenant d'avance de la Banque centrale. Une partie vient des impôts, mais une partie vient d'avance de la Banque centrale, c'est-à-dire par la création monétaire. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, au lieu de revenir progressivement à une situation un peu plus équilibrée, c'est-à-dire de faire appel à l'impôt et notamment de frapper ceux qui s'étaient enrichis, parce qu'il y a toujours des gens qui s'enrichissent pendant les guerres, c'est fait pour ça d'ailleurs, les dirigeants allemands ne l'ont pas fait et ont continué à créer de la monnaie pour financer le budget de l'État. Au point d'ailleurs que lors d'une année budgétaire, la part du budget provenant de l'impôt était de 1%. Hein. Tout le reste, c'était de la création monétaire. Et puis l'autre raison, c'était que le remboursement, les remboursements qui étaient issus du traité de Versailles, c'était de la monnaie de singe, du coup. Hein. Ceux qui, les dirigeants français, anglais et compagnie ont compris, et aussi une des raisons pour lesquelles tout ceci a été éteint, parce que l'hyperinflation allemande, finalement, servait aussi à cette raison. Alors, je donne un exemple dans mon livre. Au moment de l'hyperinflation la plus aiguë, le prix d'un repas changeait entre le moment où vous preniez l'apéritif et le moment où vous preniez le café, hein, pour montrer l'ampleur tout à fait extraordinaire du processus hyperinflationniste. Le pain valait 15 millions de marks, quelque chose comme ça. On peut suivre les évolutions de prix. Bref, on comprend que les populations aient pu être traumatisées par cette situation. Et la cause qui a été donc attribuée à cette situation, c'est que lorsqu'on confie la politique monétaire aux partis politiques, c'est-à-dire au gouvernement, c'est-à-dire quand les gouvernements ont la souveraineté monétaire, par principe, ils ne peuvent que piocher dans la caisse. C'est-à-dire ils ne peuvent que provoquer de la création monétaire qui suscite de l'inflation et même de l'hyperinflation. Il faut donc placer les politiques monétaires à l'abri des gouvernements et à l'abri de la souveraineté, finalement, de la souveraineté du peuple, puisque derrière les représentants des gouvernements, il y a le peuple, logiquement, qui a élu des parlementaires qui ont désigné un gouvernement qui prend des décisions. Et donc, il y a cette conception qui interdit donc pour les Allemands de confier la politique monétaire au gouvernement. La politique monétaire doit être confiée à des soi-disant experts, soi-disant indépendants. Bon, ça ne bougera pas. Et on ne peut pas, par exemple, je fais une petite parenthèse, quand le Front de gauche, dans son programme, dit qu'il souhaite, et c'est pas une mauvaise idée d'ailleurs, hein, qu'il souhaite que la Banque Centrale Européenne prête directement aux États, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour les Allemands. Les Allemands ne peuvent pas accepter cette proposition. Alors, ça ne Parce que là, il a eu plus de temps. Mais il faut avoir un plan B tout de suite. C'est vrai. Dire, si 4 on n'y heures, arrive pas, ben, il regarde faut si. que ça se fasse sur le plan unilatéral. Deuxième chose, l'Allemagne aujourd'hui a réussi à obtenir des excédents commerciaux tout à fait extraordinaires pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a délocalisé une partie significative de son industrie à l'Est. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a eu l'élargissement. L'élargissement visait à fabriquer un ensemble de pays capables d'accueillir des délocalisations à proximité des voies ferrées, des routes allemandes. Et le résultat, il est que 43%
des exportations allemandes se font dans la zone euro et plus de 70% dans l'Union européenne libellée en euros. Deuxième élément de ces excédents commerciaux considérables, c'est la déflation salariale, puisque dans l'euro, avec l'euro on ne peut plus dévaluer, on va donc dévaluer les salaires. Et dévaluer les salaires, ça s'appelle la déflation, autrement dit, pression sur les salaires, diminution des prestations sociales de toute nature, dans le but que les prix des produits allemands baissent par rapport à leurs concurrents, parce que le coût du travail a été abaissé. Et donc quand vous additionnez d'un côté la déflation salariale, d'un autre côté la délocalisation d'une partie de la production dans des pays à monnaie faible, et que ces exportations dans la zone euro se développent, ben vous avez un avantage compétitif tout à fait considérable. Donc au total, le modèle allemand sur lequel encore Sarkozy est revenu est un mythe dangereux qu'il faut détruire, parce qu'aucun pays ne peut avoir à la fois une proximité de pays dans lesquels il va délocaliser sa production, des pays à monnaie faible, et avoir une attitude aussi contre-productive, dans le sens, enfin non coopérative, puisque c'est une attitude agressive vis-à-vis des autres pays qui a été menée. Je termine, la conclusion, c'est qu'il ne peut pas y avoir de solution à la crise européenne sans réduction de l'excédent commercial allemand. Ça passe par là, c'est l'évidence même, c'est la source des déséquilibres. Or, les dirigeants allemands ne pourront pas accepter de bon gré une baisse de leur excédent commercial. Il y a donc une confrontation politique qui doit se mener avec les dirigeants allemands. Le couple franco-allemand doit être remis en cause et il faut poser donc la question allemande, la nouvelle question allemande dans le débat public. Voilà. On va essayer de se dépêcher, mais il y a Annie qui a envie de répondre et vous attendez. ou de commenter. Moi, je voudrais faire plusieurs remarques et je suis vraiment désolée d'être obligée de partir parce que j'aurais voulu participer largement au débat. Je voudrais faire une remarque qui est liée, au fond, à nos possibilités de connaissance obérées aujourd'hui par l'existence de l'Union européenne. Je pense que l'analyse de l'Allemagne souffre beaucoup de la présentation qu'on nous a faite de l'Union européenne, qui nous donne à penser que nous vivons dans une nouvelle époque historique, alors que ce qui a prédominé, c'est précisément l'extraordinaire continuité des politiques respectives, et notamment la politique de l'Allemagne, question sur laquelle je me suis beaucoup penchée, parce qu'avant de travailler beaucoup sur les années... sur l'entre-deux-guerres, j'ai beaucoup travaillé sur l'après-guerre. Or, il se trouve que ce qui caractérise l'Allemagne, c'est une parfaite continuité de faits. Une continuité de faits qui est naturellement masquée par la présentation idéologique. Et je voudrais juste en donner quelques exemples. Mon excellent collègue Pierre Guilaine a, dans un ouvrage de l'excellente collection ancienne, pas rééditée, Hatier, sur l'histoire de l'Allemagne, très bien défini la position de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne est vaincue, contrainte à de très fortes limitations sur le papier, qui sont celles édictées par les accords de Yalta de février 1945 et les accords de Potsdam de juillet 1945. Elle a donc besoin d'affirmer sa souveraineté en passant par un truchement idéologique habile qui est qu'elle veut être européenne. Pourquoi ? Comme dit, elle veut être pro-américaine plus que les autres. Et comme dit Pierre Guilaine, c'est la meilleure élève européenne de la classe, c'est la meilleure élève atlantique de la classe, américaine bien sûr, puisqu'aussi bien, tant qu'elle a des limitations de souveraineté, elle a intérêt à demander une substance européenne qu'elle n'a pas en l'absence des textes.
et donc des limitations à sa souveraineté. Elle n'est plus européenne au sens d'Europe politique parce que, comme l'a très bien expliqué Jacques, elle est totalement libérée de ce qui pesait sur elle. Pour le reste, une chose est ce que l'Allemagne dit, les dirigeants allemands disent à leur peuple, une autre chose est la réalité. Car je rappelle que la phobie allemande de l'inflation, elle vaut à peu près ce que vaut le fait que la France s'est déculottée parce que sa population n'aimait pas la guerre. Elle est aussi sérieuse. D'abord, l'hyperinflation est quelque chose qui a été entièrement exploité et porté à ce degré d'hyperinflation où en effet on pouvait acheter du pain avec des milliards, même pas des millions, des milliards de marques, parce que ça a été pour l'Allemagne. Alors il faut revenir à la raison de l'inflation avec une erreur de présentation entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que dans la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a accumulé les causes d'une inflation énorme? Parce qu'elle a fait tout son programme de guerre sur la base, en effet, d'une création monétaire, mais en comptant, bien entendu, qu'elle se paierait sur la bête. Et la bête, ce serait les territoires occupés. Or, elle a occupé des territoires massivement, mais elle n'a pas occupé ce qu'elle a réussi à occuper dans la deuxième, c'est-à-dire qu'il y a deux situations, il y a deux éléments que Auboin analyse très bien le directeur général de la BRI dans sa note de janvier 1939. L'Allemagne a mis la main sur des territoires arriérés, comme disait joliment Auboin. Elle a mis la main sur des pays à matières premières de l'Est européen, peu ou insuffisamment par rapport à ses ambitions sur les territoires occidentaux, puisque si elle a occupé le nord et l'est de la France, elle n'a pas occupé la totalité de la France, et donc elle est sortie de la guerre avec une inflation accumulée gigantesque, puisqu'elle n'avait pas pu se payer sur la bête. Et cette énorme inflation a été grossie comme à plaisir, pour des raisons qui ont été exposées, qui montrent bien que les dirigeants allemands n'ont pas peur de l'inflation. Ils n'ont pas peur de l'inflation quand c'est une inflation qui ruine la masse de la population. Parce qu'ils l'ont fait, et ils ont réussi. Et ils ont fait cette hyperinflation pour se libérer entièrement de la dette des réparations. Donc, pourquoi ils n'ont pas connu l'inflation dans la deuxième? Mais parce que dans la deuxième, ils se sont payés sur la bête. Et parce que, par exemple, se payant sur la bête, notamment occidentale, ils n'ont pas pu se payer sur la bête soviétique. Ils l'ont détruite, l'Union soviétique, mais ils n'ont pas pu l'exploiter. Ou très peu. Parce que la politique de la terre brûlée l'a rendu impossible. Ce qui montre d'ailleurs la différence entre un pays qui se bat et un pays qui ne se bat pas. De la France, ils ont tiré presque la moitié de leur dette de clearing, c'est-à-dire des cadeaux faits par le contribuable français, sans parler des frais d'occupation. Autrement dit, ils n'ont pas accumulé d'inflation dans la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils se sont payés entièrement sur la bête. Donc, oui, c'est un des éléments du ressort de la tenue des masses, comme nous, on nous tient qu'autre chose. C'est-à-dire, oh mes pauvres chéris, oh là là, vous allez avoir une hyperinflation. Ils sont tellement pas obsédés par l'inflation que je rappelle que sous la tutelle nazie, ils ont pratiqué la déflation des salaires et l'inflation accélérée, licite, etc., des prix industriels. C'est la seule chose qui intéresse le capital. Il s'en fiche de l'inflation, surtout si ça n'est pas une inflation des salaires. Mais inflation des prix industriels et des services avec déflation des salaires, c'est parfait. Quant à la thèse selon laquelle on aurait des gens, des égoïsmes nationaux, etc., Husson, depuis quelques années, passe son temps à gommer ce qu'il reconnaissait quand il a fait son premier ouvrage, qui est un ouvrage d'historiographie, et pas un ouvrage d'historien, parce qu'il n'a pas travaillé sur les sources, il a travaillé sur des historiens. C'est-à-dire qu'il nous a créé aussi le concept de supernationalisme, d'hypernationalisme, etc. Non. Mon collègue Alfred Wahl, qui est un excellent spécialiste de l'Allemagne, mais dont l'esprit critique a fait qu'il a fait une carrière infiniment inférieure à des gens qui ne travaillaient pas bien, dans un ouvrage qui a été un flop commercial, et dont je vous recommande la lecture, bien qu'il ne soit pas, à mon avis, assez audacieux. Il a fait, je le dis parce que j'ai travaillé beaucoup sur la question, y compris sur la question de la fameuse dénazification. Bon.
il a fait un ouvrage qui s'appelle Le Second Nazisme, et dont il montre, dans lequel il montre, qui est paru chez Collin. C'est pas pour faire la publicité de mon éditeur, il se trouve que c'est un bouquin que j'ai recommandé parce que c'est le seul bouquin en français qui montre de manière globale ce qu'a été la condition politique de reconstitution de l'Allemagne. Une continuité totale de l'appareil d'État. Donc oui, l'apparence, c'est qu'ils ont des états d'âme, mais l'Allemagne occidentale n'a jamais eu d'état d'âme. Les dépenses militaires ont été gigantesques dès la reconstitution officielle de l'armée allemande, sous couvert d'Union européenne, là aussi, parce que je vous rappelle que la CD, la communauté la CED, la communauté européenne de défense, c'était soi-disant européen aussi. Bien entendu, c'était un pur artifice pour augmenter l'armée. Et enfin, dernier élément, cette armée, l'armée classique, était supérieure à l'armée française au début des années 1950. On ne l'a pas dit aux Français, ou pas assez, mais c'est la réalité. Donc, il faut, me semble-t-il, distinguer les choses. On est exactement dans la même configuration qu'après les autres guerres ou que lors des autres crises, c'est-à-dire dans un enrobage très joli d'une situation de rivalité interimpérialiste et la question qui se pose, c'est de savoir si l'Allemagne va être en mesure de réaliser, elle n'est pas toute seule dans les questions posées, mais de réaliser ses objectifs sans guerre générale, ou si on est dans une situation de crise du capitalisme telle qu'elle est en mesure, ou elle a des projets de réalisation de ses objectifs en ne pouvant pas se dispenser d'une guerre. Autrement dit, qu'on est dans la situation où on était pas loin de 1914 et pas loin de 1939. Et si on ne dit pas actuellement aux populations que la seule parade dont elles peuvent disposer contre ce qui ressemblerait aux deux précédentes crises, la seule parade, c'est de dire non aux politiques de liquidation du salaire, car il n'y aura pas de limite tant qu'il n'y aura pas de non. Et ce non ne dépend pas du fédéralisme ou du non-fédéralisme, ce non dépend de la capacité d'au moins un des pays victimes de dire à ceux qui le dirigent « Non, je ne veux plus payer, non, je ne veux pas de baisse de salaire de 40%, non, je ne veux pas de baisse de salaire de 50%. » Mais vu la conjoncture dans laquelle nous sommes, il serait bon qu'on fasse comprendre aux gens que c'est en ces termes que ça se pose. Car la question qui est posée actuellement, c'est celle de rivalité interimpérialiste tellement grave que jusqu'ici, les guerres coloniales, les guerres répétées, les guerres continues, car je vous rappelle que nous vivons actuellement dans une période qui ressemble très singulièrement à l'avant 14 ou à l'avant 39. Et on n'est même plus dans des guerres successives, on est dans des guerres permanentes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais connu de situation de ce type avant même une guerre générale. Et donc, que je sais bien qu'il ne faut pas risquer de choquer les gens en accélérant trop les choses, mais vu la manière dont les choses s'accélèrent, il faudrait bien que les gens, comme on dit, se rendent compte de ce qui, s'ils ne réagissent pas à l'évolution en cours, vont se retrouver confrontés à une situation effroyable, non seulement de baisse des salaires, mais étant donné que la baisse des salaires ne suffira vraisemblablement pas à rétablir les conditions normales, si j'ose dire, de formation du taux de profit, eh bien c'est vers la guerre générale qu'on va. On est, me semble-t-il, très loin de certaines présentations, fédéralisme, pas fédéralisme. Quant aux excédents commerciaux, à la déflation salariale, ils sont communs, non, ils ne sont pas propres à l'Allemagne, ils sont propres à tous. Je pense que... Voilà. Je sais pas, comme je suis obligé. Vous m'excuserez, hein. Vous m'excuserez. J'aurais souhaité vivement le faire à l'intérieur de notre débat. J'ai été obligée d'accélérer un peu mon propre mouvement, simplement parce que je suis obligée de partir. Hein. Voilà. Et que Jacques ne le prenne pas mal, surtout. Hein.
c'est parce que voilà, j'avais quelques désaccords historiques avec la chose et que je voulais simplement les énoncer, hein.